Bonjour, aujourd'hui on a une conversation à trois avec Julien Dossier. Julien Dossier qui dirige le cabinet de conseil spécialisé en stratégie de transition écologique Quadre Libri. Il est aussi spécialiste de la vie durable. Et puis, c'est un thème qu'il enseigne à HEC, mais nous, on s'est rencontrés d'une façon très différente. On l'a rencontré comme l'auteur de son ouvrage qui était vraiment pour nous à l'UMA, Atelier l'UMA, un moment de grande réflexion. Et l'ouvrage s'appelle Renaissance écologique, 24 chantiers pour le monde de demain. On a eu la chance de se rencontrer aussi, comme vous êtes auteur pour Actes Sud, qui sont nos voisins et avec qui on collabore depuis des années. Et puis, vous êtes venu tout de suite à Atelier l'UMA. Ça a eu des conséquences, on va en parler après, sur la façon qu'on voit notre mission localement et d'une façon locale qui devient maintenant le nouveau mondial. Je voulais commencer juste avec une première question. Julien, dans quel monde vous vivez maintenant? Alors maintenant, je suis à Nantes. Ça fait donc un peu plus d'un mois que je vis avec ma famille dans le centre-ville de Nantes. Nous vivons en appartement. On est tous les quatre dans un espace qui donne sur des jardins de l'hôtel de ville. Donc, on a vue sur des magnolias. Notre monde, c'est donc l'appartement, la vue sur les magnolias, les oiseaux qui viennent sur la fenêtre, la cour dans laquelle on joue aussi également au foot avec mon fils. Et puis, un appartement aussi sous les combles qui nous sert de bureau où je me trouve actuellement. Très bien. Alors, vous avez envoyé tout à l'heure quelques points importants en ce moment d'exception. Est-ce que vous voulez un peu élaborer? Oui, je pense que le moment qu'on vit m'amène à réfléchir au sens de ce temps d'arrêt. Et quand on a démarré le confinement, j'avais espérer que ce temps soit un temps utile, un temps productif, qu'on ne soit pas simplement dans un temps de consommation de l'attente, à espérer un jour meilleur et ne rien faire pour que ce jour devienne meilleur. Donc, j'espère qu'on peut voir cette crise, cette pandémie, plutôt comme une métamorphose que comme une crise d'ailleurs. Une métamorphose parce qu'on a deux moments dans la métamorphose. D'abord, la chrysalide, qui est le moment de métabolisme réduit où on fonctionne avec beaucoup moins d'énergie, on ne se déplace plus, on est dans une phase de pause. Mais c'est une phase de transformation intense. C'est le moment où la larve se prépare à devenir papillon, donc il se passe quelque chose dans cette intériorité, dans ce petit cocon. Et nous sommes tous amenés à vivre dans ces cocons, et on le sent d'ailleurs. Nous changeons notre rapport au temps, des choses qui semblaient évidentes et qu'on faisait sans même y réfléchir, comme aller faire des courses, deviennent des choses importantes. Et on change notre rapport à l'espace, on change notre rapport au travail. Tout ça est en train de changer. Et la question, c'est est-ce que c'est juste un laps de temps temporaire, et auquel cas, en effet, on revient à l'état antérieur, ou est-ce qu'on entreprend une mutation plus profonde? Et c'est là où je pense que la notion de métamorphose peut nous aider. Si on se projette sur la suite, eh bien, on voit que par ailleurs, on a énormément d'autres sujets sur lesquels nous sommes attendus, où des changements sont absolument vitaux. Et c'est le moment d'opérer cette métamorphose, cette mue, pour que, en fin de confinement, nous ne reprenions pas les mauvaises habitudes d'hier que nous savions devoir abandonner par ailleurs, et que nous apprenions et nous adoptions de nouvelles habitudes, que nous fonctionnions autrement, à l'échelle d'individus, à l'échelle de famille, à l'échelle d'entreprise, à l'échelle de ville et à l'échelle de société. C'est en plus une question qui se pose à l'échelle globale, donc on a un moment qui nous est donné à l'humanité entière. On est plus de la moitié de l'humanité confinée. C'est un moment qui est à l'échelle de l'humanité, qui peut prendre une dimension anthropologique, comme le soulignait Emmanuel Macron dans son interview avec le Financial Times. C'est vraiment une rupture de fond qui peut se jouer maintenant. Et pour ça, on a encore beaucoup de travail à faire. On est dans une forme de redéfinition des choses qui nous paraissaient peut-être avant évidentes.
Quand on regarde l'histoire, en fait, avec laquelle vous êtes penché pour faire ce fresque, en fait, vous avez commencé quand même avec une fresque historique. Oui. Je crois que quand on regarde l'histoire, beaucoup de choses qui sont devenues gris étaient beaucoup plus claires. Il y avait évidemment les rôles des gens étaient beaucoup plus définis. Il paraît qu'au Moyen Âge, il n'y avait que 2% de la population qui était inactif et tout le reste de la population était actif. Tout le monde avait un rôle. Et c'est un peu ça les questions qu'on se pose actuellement. Est-ce que cette crise est finalement une crise d'infrastructure, de planning? Je pense qu'il faut qu'on évite le terme crise, parce que la crise suppose qu'on puisse revenir à un état antérieur. Je préfère le terme de rupture, de catastrophe, parce que la pandémie, qui est donc cette contamination mondiale d'un virus, est une catastrophe humaine pour de nombreuses familles. Je pense qu'on a une représentation très biaisée de ce moment. Aujourd'hui, on entend les gens qui ont les moyens de s'exprimer et pour qui le quotidien est finalement assez doux. Mais pour la plupart d'entre nous, le quotidien est extrêmement dur. On a beaucoup plus de gens qui aujourd'hui souffrent de la faim à cause de ce virus. On a beaucoup plus de gens qui aujourd'hui sont en détresse psychologique forte, avec des violences qui augmentent auprès des enfants, dans les foyers. On a des arbitrages terribles dans les milieux populaires entre est-ce que je reste confiné, je protège ma famille, ou est-ce que je sors pour me nourrir et nourrir ma famille. Donc c'est un écueil terrible entre Carrie de Silla. Donc là, on touche à des fragilités profondes de notre société, de notre organisation, qui révèlent des inégalités terribles, des inégalités de logement, des inégalités de mode de travail, de revenus. Tous les petits boulots qui étaient au noir ou payés au contrat à l'heure, avec aucune stabilité de l'emploi, des contrats journaliers, tout ça, ce ne sont pas des gens qui peuvent bénéficier du chômage partiel, ce ne sont pas des gens qui peuvent avoir d'amortisseur social. Donc on a d'abord un problème d'infrastructure sociale ici qui se révèle comme explosif, et une bonne partie des mesures là, qui sont prises, notamment en France, sont des mesures d'urgence pour s'assurer qu'on ait à manger, mais on voit bien que notamment dans certaines banlieues, il n'y a pas assez à manger. Donc les gens font la queue, pour des distributions alimentaires par des associations qui disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc on sent que c'est un reset, une remise à niveau de beaucoup de variables dans notre société, dans notre organisation. Donc j'ai commencé par la variable sociale, qui n'est pas assez représentée, mais qui est absolument critique en ce moment. Et autour de celle-là, les variables sur les besoins fondamentaux, donc se nourrir, se loger, se déplacer. Et on voit pour ça que les chaînes de production alimentaire sont fragiles. On a eu très tôt dans cette pandémie un appel des producteurs agricoles pour recruter de la main-d'œuvre. Ils dépendaient jusqu'à présent de travailleurs saisonniers, migrants pour la plupart, pas forcément tous déclarés, vivant dans des conditions de promiscuité pas très dignes. Et aujourd'hui, on a besoin de cette main-d'œuvre pour continuer de produire à manger, puisque on se rend compte que la production de proximité est absolument critique. On doit pouvoir éviter des déplacements non nécessaires, donc on doit pouvoir utiliser les ressources du territoire pour nourrir en priorité la population du territoire. Et ça montre également que notre système de production n'est pas adapté, qu'il n'est pas résilient, qu'il est très fragile. On a découvert la vulnérabilité aussi de nos pays quand on n'a plus de quoi produire les équipements de protection, que ce soit des masques, que ce soit des blouses, que ce soit des bottes, des visières, des respirateurs. Tout ça semblait suffisamment peu à faible valeur ajoutée pour se dire c'est pas grave si on n'en fait plus, on les importera et tout ira bien. On se concentrera sur l'essentiel. Mais justement, là, on est amené à redéfinir qu'est-ce que c'est l'essentiel. Qu'est-ce que c'est justement cette ontologie, cette organisation du pays, de notre économie. Et
Et c'est là où on voit également de l'espoir poindre. On avait organisé nos priorités sur des choses qui ne sont plus possibles ou qui deviennent futiles. On ne peut plus prendre l'avion, on ne peut plus consacrer autant d'argent à des tourismes à la Instagram pour aller faire des profils ici ou là. Non, tout ça est tombé. Donc, on a atterri. Bruno Latour posait la question « où atterrir ?» Eh bien voilà, nous avons atterri où nous avons été confinés. Et cet atterrissage, il est aussi révélateur parce qu'il a été accompagné de déplacements de population. À l'échelle de l'Île-de-France, c'est 17%. Plus largement, on a vu que ce sont les métropoles dans leur ensemble, les grandes villes qui étaient les plus désirables, les plus avancées, les plus à la pointe. Ce sont ces grandes villes-là qui semblent être aujourd'hui en désaffection, qui sont des foyers de contagion, des zones dangereuses. Donc, on peut s'interroger sur également la transformation de notre rapport à l'espace dans l'avenir, puisqu'on a perçu des menaces ici de cette densité de population dans les grandes villes au moment du pic de la contagion de la pandémie, mais on se rend compte que ce moment de danger va se prolonger dans la phase de déconfinement, et on le voit apparaître dès maintenant quand il s'agit de remettre en service les transports en commun. Et dans un métro à l'heure de pointe, c'est impensable de s'imaginer en sécurité aujourd'hui. Alors certes, on va mettre des masques, certes, on va mettre du gel hydroalcoolique pour se laver les mains, on va apprendre à étaler nos horaires pour ne pas tous être exactement dans la pointe de fréquentation. Donc des choses sont possibles pour pouvoir réduire le risque, mais ce qui était une évidence devient un souci. Donc on va continuer de travailler sur notre réflexion justement sur le travail. Où travaillons-nous? Comment pouvons-nous être productifs? Comment pouvons-nous valoriser notre production? Quand nous sommes à distance, est-ce que nous sommes en mesure de vendre les mêmes prestations? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à distance et comment est-ce qu'on peut maintenir cette distance physique et ce rapprochement social? C'est Sylvain Grisot qui a utilisé cette double formule pour séparer justement les termes distanciation sociale. C'est terrible de parler de distanciation sociale. Il nous faut une distanciation physique et un rapprochement social. Donc, il faut inventer de nouveaux codes pour la société. Et plus généralement, sur la question de planning, oui, on a un planning par rapport à la science. La science nous avait dit, dès les premières pandémies de syndrome respiratoire sévère, on avait des traces, des premières analyses dès 2007 qui avaient fait le diagnostic de la propagation des virus d'espèces sauvages vers l'homme, en disant que ces propagations se prolongeraient tant qu'on n'avait pas mis un terme à la destruction de l'habitat de ces espèces, tant qu'on n'avait pas traité le problème à la source. Donc dès 2007, on connaissait le gisement de ces virus et on savait dans quelle direction il fallait travailler pour réduire le risque. Et on n'a rien fait. Donc ça, c'est un exemple de planning qui n'a pas eu lieu. On a un autre exemple de planning qui est attendu, qui n'a toujours pas eu lieu, qui est celui de la conversion vers l'économie décarbonée, la neutralité carbone. Et je pense que c'est important là de rappeler à quel point on est devant une question en effet de transformation en profondeur. Le pays en France est quasiment à l'arrêt. Et malgré tout, nos émissions n'ont baissé que de 60%. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas baissé de 100%. Elles ont baissé de 60%. Et pourtant, on est tous à l'arrêt. Et si on veut atteindre la neutralité carbone, il y a donc une énorme marche encore. Et on ne pourra pas faire moins que rien pour baisser nos émissions. Ça veut dire que le socle de nos émissions n'est pas le bon. On doit le transformer notre organisation du pays pour arriver à la neutralité carbone. Et là, c'est une source d'espoir pour moi. Là, c'est l'espoir parce qu'on a devant nous une piste très claire pour sortir de cette catastrophe qui consiste à activer l'économie sur des fonctions de transformation de l'infrastructure qui vont nous permettre de sortir de la métamorphose avec une infrastructure neutre en carbone. Et là, il y a beaucoup de travail. Donc, on peut créer de l'emploi, on peut payer des salaires. Avec les salaires, on peut réactiver des échanges. Avec les échanges, on peut payer des impôts. Avec les impôts, on peut assurer les services publics et on peut recréer une économie. On peut refaire société. Mais pour ça, il faut qu'on se donne des objectifs, des missions qui vont utiliser notre force de travail, notre force créative,
notre engagement personnel, notre mobilisation sociale et culturelle, tout ça doit converger pour un objectif qui, lui, est planifié. On sait qu'on a une date échéance, 2050, avec un mi-parcours pour 2030, et tout ça est connu. On a un défi de mise en œuvre d'un programme de grande ampleur. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'ampleur du sujet. C'est parce que c'est un sujet de grande ampleur qu'il est rassurant. Il va nous créer de l'emploi dont aujourd'hui on a critiquement besoin. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on accepte une complexité de planning, de planification, où on doit gérer plusieurs sujets en parallèle et ne pas se dire j'ai une urgence et après je vois le reste. Je traite les sujets en parallèle et j'avance de manière simultanée sur la variable sanitaire, sur la variable climat, sur la variable sociale, sur la variable culturelle, et tout en parallèle, là, on a une chance d'y arriver.